Si j'ai pas été drop-out en maîtrise, parce qu'à un moment donné, je me demandais qu'est-ce que je fais à étudier en anthropologie dans les années 70, Rémi a sûrement contribué à me raccrocher. Et c'est sûr qu'un terrain que j'ai fait à la baie du Suzon et à la baie James m'a aidé beaucoup à me raccrocher, puis à m'intéresser, puis à terminer mes études. C'était mon prof au département d'anthropologie en 66. Alors, ça fait quand même quelques années de ça. Et c'est lui qui m'a donné l'opportunité, je dirais même la chance, de faire mon premier terrain en anthropologie chez les Inuits du Labrador. C'est un homme au franc-parler qui a été un grand formateur, et tout en s'engageant dans des débats politiques au Québec, en fait, des plus grands débats politiques qu'il y a eu au Québec dans les années 70 et 80. Je suis en conversation permanente à l'époque avec mes meilleurs amis qui étaient tous très, 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 très nationalistes. Je considérais que je l'étais moi aussi, mais d'une autre façon. Et souvent, on me reprochait ma façon. Mais je commençais à sentir qu'on ne peut pas construire un pays sur des ruines de peuple comme ça, en faisant semblant qu'il n'y a personne d'autre et qu'on est les Autochtones. Donc, je travaillais là-dessus de plus en plus. Et je pensais, moi, que le meilleur... ma thèse, c'était que on devrait s'allier avec les Autochtones. Et sinon, on se tirait dans le pied. Il a été coordonnateur du laboratoire d'anthropologie amérindienne, dont la tâche était essentiellement la traduction et l'analyse des mythes recueillis sur la Côte-Nord, les mythes Inuits recueillis sur la Côte-Nord et au Labrador. C'était notre but quand je suis allé au Labrador, de recueillir les mythes. Et c'est Rémi par la suite, et José Maillot et Sylvie Vincent qui en ont fait la traduction et l'analyse, avec Joséphine Bacon, qui ont fait l'analyse, la traduction et l'analyse de ces mythes-là. En 71, il y a eu RAQ, et c'était un des signataires de la requête pour la constitution en corporation de la Société Recherche amérindienne. Alors, il était un des fondateurs avec Sylvie, Donna Savoie et Laurent Giroir. Vraiment important, c'est quand il m'a offert d'aller au Labrador. Pour moi, il m'ouvrait un monde. J'étais étudiant, j'étais le jeune étudiant en anthropologie. J'avais pas de terrain. C'était assez difficile d'avoir des terrains à l'époque. Et Rémi m'a approché et m'a dit « Écoute, j'aurai un terrain pour toi au Labrador, si ça t'intéresse. » Et ça m'a vraiment marqué. Et ça a marqué le cours de ma vie, au fond, de toute ma vie professionnelle. Il aimait raconter des histoires, surtout les mythes Inuits. Et il faisait rire ses étudiants avec ses mythes Inuits. Comme on disait, avant d'écrire ses mythes, il les a joués en classe. Alors, c'était un grand comédien. Et il y a ce caractère-là de Rémi, avec son humour, et puis ce caractère-là de combiner l'analyse très poussée, structuraliste des mythes Inuits avec un engagement social et politique. Je le revois encore à l'entour de la table au début des années 80 avec ses étudiants, moi, Anne Panasuk, René Proulx et d'autres gens à la Ligue des droits et libertés concernant les droits des peuples autochtones. Et comment ils nous aidaient, ils nous félicitaient, puis ils nous aidaient à s'engager. Ils étaient fiers de ces étudiants qui s'engageaient à la Ligue des droits et libertés, on le sentait. Puis avec son sens de l'humour, il participait beaucoup au maintien puis à l'harmonie dans le groupe du Cana. Donc je le vois encore en T-shirt, le prof qui nous impressionnait en classe avec ses analyses structurales. Bien là, il est assis avec nous, avec son T-shirt blanc, puis
nous a encouragés à s'engager socialement puis politiquement à la défense du droit des peuples autochtones. J'ai une belle image de lui. Pendant 2 siècles, on a traité ces nations-là comme des nations égales. Parce qu'on en avait besoin. Parce que il y avait une concurrence énorme entre les entreprises européennes pour une seule richesse naturelle, c'était la fourrure, jusqu'en 1792-13 à peu près. Alors, il fallait que tu aies des alliés indiens et des alliés politiques, et ils fournissaient en plus. Alors, il faut se rappeler que les Indiens ont vécu cette chose-là aussi et qu'ils ont des souvenirs de ça. Et ça a cassé tellement vite dans l'espace de 10 ans. Lorsque, à cause du blocus de Napoléon, l'Angleterre ne pouvait pas trouver d'arbres. Tu sais, quand tu vis dans une île, ça te prend des arbres. À cette époque-là, on pouvait des bateaux pour en sortir de temps en temps. Alors, il y a eu un mot d'ordre ici, vers 1792. La forêt finie, le bois. Alors là, les Indiens deviennent non seulement inutiles, mais irrelevant, comme disent les Anglais. Ouais. On a besoin de leur forêt pour construire des bateaux en bois, les charger de bois, puis les envoyer en Angleterre, puis on ramenait en 1810, 1800, un peu avant ça, on ramenait des colons britanniques. Ouais. Ça leur prenait des terres. Tu vois, alors là, tout s'enchaîne à partir de 1825-50. Tout s'enchaîne. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les Indiens? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, on est pris avec les Patriotes, puis pendant 20-30 ans, là, bon, 1840, on crée une commission d'enquête. Ça commence. Commission Bagot. Et c'est les réserves. C'est l'assimilation. C'est éventuellement les pensionnats. C'est tout ça. Alors, tu as eu une cassure.